Ok, donc bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je pense que je connais tout le monde dans la liste. On va commencer tranquillement dans quelques minutes en laissant le temps à ceux qui arriveront d'arriver en chemin. Voilà, justement, Madame Roy. Hop. Oups. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Roy et Léa Resnick du programme des programmes Musée numérique Canada. Certains les connaissent peut-être ces programmes sous leurs anciens noms comme Musée virtuel du Canada et Histoire de chez nous, qui sont toujours des thématiques qu'on va retrouver dans les différentes propositions qui peuvent être faites dans le cadre de cet appel à financement qui est géré par le Musée canadien de l'histoire. L'enjeu, c'est d'offrir des expériences en ligne, ça peut être des expos virtuels, mais également des visites 3D ou du contenu immersif à partir de vos ressources historiques. Et la plupart, je pense, des organisations qui sont présentes aujourd'hui, je fais un petit tour rapide, entrent dans la catégorie du petit investissement, donc c'est-à-dire des investissements qui peuvent aller jusqu'à 15 000 $ et qui sont destinés à des organismes qui ont 5 employés permanents ou moins, ou qui sont administrés entièrement par des bénévoles. Donc, je pense qu'on est plutôt dans cette catégorie-là. Le musée d'histoire de Sherbrooke pourrait être dans la catégorie supérieure. Mais en tout cas, on pourra voir ensemble tous les trois enveloppes. Un petit investissement donc jusqu'à 15 000 $ avec une importance très grande accordée à la recherche, au contenu et au texte. Donc, la révision et la traduction, c'est très importante. Probablement que ça vous prendra la moitié de l'enveloppe qui vous est attribuée par les musées numériques du Canada, Musée numérique Canada. Et on est en plein dans la période de demande. Vous avez jusqu'au 1er décembre, sachant que ça peut être une demande qui est un peu lourde. On est au bon moment pour commencer à se pencher dessus et à pouvoir la proposer. Et puis, on s'engage, je pense, pour des projets à long terme, puisqu'on pourra confirmer avec Mme Resnick, mais c'est généralement entre 1 an et 2 ans avant d'avoir pas avant d'avoir une réponse, mais entre la réponse et le lancement du site web. Et puis, on verra, si on a le temps, on pourra aller voir quelques exemples. On avait vu lors des formations numériques l'an dernier le travail d'appartenance Mauricie sur le fleuve Saint-Maurice qui était assez et qui avait justement bien saisi tous les enjeux de répondre aux critères pour obtenir ce financement. Madame Resnick, si j'ai oublié quelque chose, je vous fais confiance pour tout compléter. Puis, bien sûr, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, on peut les prendre dans le chat ou après, comme vous le désirez. Madame Resnick, c'est à vous. Merci beaucoup pour l'introduction, Jean, et je suis enchantée d'être ici aujourd'hui avec tout le monde. Donc, j'ai fait une petite présentation PowerPoint. Je vais partager mon écran. Jean, tu as donné un petit clin d'œil à plusieurs choses que je vais mentionner, mais ça vaut la peine de peut-être le répéter. Donc, je vais essayer de partager mon écran et vous me confirmez que tout va bien. Donc, parfait. On voit mon écran. Et pas les notes, j'espère. Présentation pour la Fédération Histoire Québec. Parfait. Donc, enchantée de voir tout le monde. Je suis ici aussi, je suis joignée avec ma collègue Nathalie Roy. Je ne sais pas si elle peut lever sa main, si vous pouvez la voir, mais elle est une agente de programme qui travaille avec MNC. Donc, elle est aussi là pour la période de questions. Donc, comme mentionné comme Jean, nous sommes administrés par le Musée canadien de l'histoire. Et avant de commencer, je voudrais prendre un moment pour reconnaître brièvement une reconnaissance de terre. Donc, le Musée canadien de l'histoire est construit sur le territoire non cédé des Algonquins Anishinabeg. Et ces terres ont eu et continuent d'avoir une grande importance spirituelle et sacrée. Et donc, le musée reconnaît et honore la présence durable du peuple algonquin. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de partager une vidéo qu'on a produite. C'est une vidéo promotionnelle. J'espère que le son va fonctionner. Juste voir, Jean, que vous avez laissé que
Dans ma présentation, je partage le son aussi. J'espère que c'est une option. Normalement, ça doit être bon. OK, je vais l'essayer. Sinon, s'il n'y a pas de son, vous pouvez retrouver le vidéo dans votre propre temps. C'est sur notre site web et puis c'est sur YouTube. Donc, voilà, je vais lancer notre petite vidéo qui donne des exemples de projets qui ont été lancés, produits avec un MNC et vous donne une brève introduction. Musée numérique Canada est le plus important fonds d'investissement au Canada dédié aux projets en ligne pour les musées et les organisations patrimoniales. Nous aidons les musées et les organismes patrimoniaux canadiens à renforcer leur capacité numérique et à faire connaître des histoires et des expériences à des gens de partout. Musée numérique Canada est un programme national administré par le Musée canadien de l'histoire. Nous accompagnons les organisations dans leur démarche numérique en offrant un soutien financier et une direction, s'appuyant sur une expertise et des outils conviviaux. Nous aidons à présenter des histoires sur une variété de plateformes en ligne, y compris des expositions et des visites virtuelles, des jeux en ligne, des applications web, des ressources éducatives et plus encore. L'accessibilité, l'expérience d'utilisation et l'innovation se trouvent au cœur des valeurs priorisées par Musée numérique Canada. À ce jour, nous avons investi plus de 15 millions de dollars et financé plus de 200 projets, et d'autres sont à venir. Des projets qui révèlent un aspect inattendu de l'histoire, qui préservent des langues et des traditions en péril, ou qui font connaître quelque chose de spécial au sujet d'une communauté. Votre communauté a-t-elle une histoire que vous aimeriez présenter? Chaque année, nous lançons un appel à propositions. Que vous représentiez une galerie d'art, une société historique, un organisme autochtone, un musée ou même un jardin zoologique, votre projet pourrait être admissible. Visitez le site web de Musée numérique Canada pour soumettre votre projet et explorer certains éléments de l'histoire du Canada, de Whitehorse à St. John's en passant par Victoria. Nous croyons au pouvoir des technologies numériques pour tisser des liens et inspirer les gens, et notre équipe est prête à vous aider à raconter votre histoire. Donc voilà, j'espère que tout le monde a reçu le son et que oui, ça a fonctionné. OK, parfait. Donc, ça, c'est vraiment comme un sommaire de tout que je vais présenter, mais juste pour renforcer quelques points saillants. Donc, une chose importante, c'est que nous sommes un programme d'investissement. Donc, ce qui signifie que nous ne fournissons pas seulement des fonds, mais aussi une expertise et un soutien. Donc, c'est vraiment important que vous sachiez, nous sommes un programme d'investissement qu'en anglais, on dit que nous sommes un investment program. Donc, ce n'est pas une subvention, c'est vraiment un programme d'investissement. Nous avons jusqu'à 250 000 au musée et organismes patrimoniaux. Et une autre chose, c'est que l'accessibilité, c'est un pilier essentiel du programme. Donc, ce qui est bon, c'est que si vous procédez avec un projet avec nous, vous allez créer des sites web qui offrent une expérience riche et centrée sur l'utilisateur. Et votre site web va respecter les normes WCAG en anglais. C'est des règles pour l'accessibilité des contenus web. Donc, c'est vraiment le standard le plus élevé pour l'accessibilité pour les sites web, ce qui est excellent. Et finalement, nous produisons seulement des sites web qui sont bilingues. Alors, voilà. Et je vais mentionner aussi que vous pouvez produire des sites trilingues
si ça fait du sens avec votre projet puis votre contenu. Donc, on a récemment lancé plusieurs projets qui sont aussi en une troisième langue autochtone. Donc, juste à mentionner ça. Alors, vous vous demandez peut-être comment accéder au financement. Donc, nous avons un appel de projet, comme Jean a dit. Nous sommes présentement dans un appel de projet. Juste pour mentionner, c'est vraiment un processus qui est concurrentiel et c'est aussi compétitif. Donc, c'est important de prendre du soin et du temps quand vous faites votre demande parce que malheureusement, nous recevons plus de demandes que nous pouvons financer. Et pour faire les décisions sur les projets qui sont financés, nous faisons appel à un comité consultatif qui est tout à fait externe de MNC. Donc, c'est composé de professionnels, de musées et des experts numériques de toutes les provinces au Canada. Et comme mentionné comme Jean, nous avons une date limite qui est vraiment ferme. La date limite est fixée au 1er décembre. À 17 heures HNE. Donc, vraiment, nous ne pouvons pas accepter les applications qui sont en retard, même pour les problèmes techniques. C'est vraiment dans l'intérêt de la transparence, puis de être juste pour tout le monde. C'est vraiment le 1er décembre à 17 heures. Donc, c'est le temps de commencer ou de travailler sur vos propositions si vous les avez déjà commencées. Il reste au moins un peu plus qu'un mois. Donc, maintenant, je vais parler un peu des volets. Donc, il y a petit, moyen et grand. Pour petit, comme j'en mentionnais, il faut que vous avez moins de 5 employés permanents à temps plein. Donc 30 heures par semaine. Si vous avez plus de personnes incluant des bénévoles, ça va, mais c'est vraiment 5 employés permanents à temps plein. Ça ne veut pas dire que si vous êtes une petite organisation, vous ne pouvez pas accéder aux moyens ou grands. Vous pouvez certainement utiliser ces volets-là, mais les grands musées, les grandes organisations avec des grands staffs, ils ne sont pas éligibles au petit volet. Le petit volet est de 15 000 $. La raison que c'est plus petit, c'est parce que dans ce, nous fournissons une plateforme web, ce qui simplifie le processus. Donc, c'est un gabarit. Je vais le montrer dans quelques dispositifs. Donc, c'est un site web, un gabarit de WordPress que MNC a travaillé et les fonds sont plus petits parce qu'ils sont nettement pour la recherche, le contenu, la numérisation, la traduction, mais l'aspect développement web ne se fait pas parce qu'on utilise ce gabarit-là. Donc, les autres volets qui sont plus riches, disons, il n'y a pas de gabarit, le moyen et le grand. Donc, pour ces volets-là, les organisations travaillent directement avec un développeur web que vous choisissez vous-même pour concevoir et construire l'expérience d'utilisateur à partir de zéro. Donc, vraiment, vous pouvez choisir comment vous voulez naviguer, comment vous voulez faire le design. L'expérience de l'utilisateur se fait de zéro. Pour moyen, c'est de 50 000 à 150 000. Pour le grand, c'est de 150 à 250 000. Et juste pour renforcer, c'est vraiment, vraiment important qu'avec votre soumission, vous avez un budget qui est détaillé, qui explique pourquoi vous avez besoin de ces fonds-là. Donner vraiment un budget détaillé
de personnes que vous avez en tête pour employer, de besoins, de coûts pour la traduction, de coûts pour la numérisation, de coûts pour les développeurs web. Il faut que le budget est détaillé et correspond au montant que vous voulez. Donc, en termes d'organisation admissible, on utilise la définition ICOM, donc le Conseil international des musées. Donc, c'est vraiment assez inclusif. Vous avez besoin d'un numéro d'enregistrement comme organisme de charité, donc un charitable number, comme on dit en anglais. Mais à part de ça, il faut que vous avez une fonction publique, que vous êtes ouvert au public sans but lucratif, mais on accepte des aquariums, des archives, des galeries d'art, des centres culturels, des sociétés historiques, des bibliothèques, des planétariums, des zoos. Donc, c'est vraiment assez grand en termes de type d'organisation. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais arrêter de partager mon écran sur ma présentation pour un instant et je vais aller sur le site web de MNC et c'est là qu'on a plusieurs exemples de projets. Donc, un instant, je partage mon écran encore, j'espère. Est-ce que vous voyez la première exemple? Léa, on voit encore le document PowerPoint pour le moment. La présentation, vous voyez la Oui, présentation? OK, je vais essayer un instant. Il faudrait repartager en choisissant la... Oui. Désolé. Stop share un instant. Puis je repartage. Est-ce que vous voyez ça? Oui, on voit l'histoire de chez nous aux origines de... Parfait. Donc, comme j'ai mentionné auparavant, nous avons ce programme, le petit volet qui s'appelle Histoire de chez nous. Je vais montrer deux exemples. Il y a beaucoup d'exemples sur notre site. Je vous invite à les voir en plus de détails. Tous les exemples que je montre aujourd'hui sont produits à partir des organisations qui se trouvent au Québec, juste pour être, disons, intéressant puis relevant. Mais voilà. Donc, celui-là, aux origines de Pointe-aux-Outardes sur les traces des premiers occupants. Donc, ça, c'est vraiment un projet produit au nord du Québec par Archeo Mamu. Donc, voilà. Je vais juste faire un petit survol. Je ne vais pas vraiment laisser le temps de lire, mais juste pour vous donner un goût des sites web. Donc, vous pouvez voir le gabarit. À mentionner que nous sommes en train de retravailler ce gabarit-là et dans les prochaines années, ça va être encore plus interactif puis avoir plus de fonctions. Mais voici le gabarit, vous pouvez voir, c'est vraiment une belle histoire. Je vais juste passer à travers vite. Je sais que c'est impossible de lire ou vraiment absorber le contenu, mais juste pour voir. C'est vraiment pour les organismes qui n'ont pas de présence, une grande présence web. C'est excellent. C'est une belle façon de raconter des histoires. C'est simple. C'est très user-friendly de mettre l'information. Donc, voilà. OK, donc vous avez un bout de celui-là. Voici un autre du volet petit, Histoire de chez nous. Donc, sans perdre le fil, le cercle de fermières de Saint-Eustache. C'était créé par le Centre patrimoine culturel Vieux Saint-Eustache.
juste pour passer à travers un peu. Il y a des vidéos pour celui-là. J'utilise le savoir d'une personne, puis cette personne-là, elle utilise mon savoir aussi en même temps parce qu'elle aussi, elle veut le faire. Alors, l'éphémère, c'est un peu ça, c'est un Donc, voilà. Il y a des vidéos puis des sound clips, je pense, pour ce projet-là. OK, ça c'est, on passe maintenant à travers un projet qui s'appelle Histoire d'eau. Donc, c'est vraiment à propos des baleines dans le Saint-Laurent. C'est vraiment intéressant. Il y a des aspects interactifs. Vous pouvez apprendre à propos des baleines, faire pivoter le squelette du baleine. Il y a beaucoup d'interactivité avec celui-là. C'est, je pense, pour les gens qui sont des adolescents, c'est pour cet âge-là. Donc, voilà. Mais c'est excellent, ce projet-là. Lui, il fait partie d'un investissement grand, moyen. Oui, c'est grand, celui-là. Donc, l'infrastructure a été, la technologie a été proposée par le demandeur. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une idée, un design qu'ils ont produit de 2.0 avec leur développeur web. Oui, c'est excellent. Et c'est un projet qui prend plus de temps. Certainement, ça prend, disons, au moins 2 ans ou 18 mois environ, au moins, je dirais, pour un volet moyen ou grand. Parce que c'est plus complexe, certainement, de faire ce travail-là. Voilà. OK. Ça, c'est une autre que j'aime beaucoup, ma caméra et moi. Celui-là, beaucoup d'aspects interactifs. Je ne sais pas si mon Internet est assez vite pour ça présentement, mais tu peux découvrir plusieurs caméras anciennes. Puis, c'est très interactif. Je ne sais pas si ça fonctionne sur mon écran présentement, mais tu peux faire comme un tour 360 de chaque caméra. Et juste pour montrer, parce que j'étais ici, vous pouvez avoir d'autres partenaires. Comme vous voyez ici, ils ont reçu un soutien financier de Musée numérique Canada, mais ils avaient d'autres partenaires. Et c'est tout à fait acceptable d'avoir d'autres partenaires. Il faut juste indiquer dans le budget quels montants vont être payés par Musée numérique Canada et quels fonds viennent d'autres partenaires. Ça, c'est un projet du MAC, du Musée d'art contemporain de Montréal, à propos de leur exposition Leonard Cohen, qui est assez fameux. Puis, c'est un site interactif avec du son. Je ne sais pas si vous entendez le son à propos du travail de Leonard Cohen, sa musique, ses lyrics, tout ça. Puis voilà. J'ai 2 autres à montrer. Celui-là s'appelle Lieu de rencontre. C'est vraiment à propos des lieux de rencontre des Autochtones dans plusieurs régions. Puis c'est des vidéos immersives. Hi, my name is Emily Gahandli Daibo. I'm 13 years old. Vous pouvez passer à travers vraiment virtuellement ces lieux-là. It's really fun to do it with the Food Dancing Troupe, and it's one of my favorite dances. I believe it's really nice to reconnect with Celui-là a des culture. ressources éducatives aussi, une immersion sonore. Donc, il y a ça aussi. Ça, c'est aussi le volet grand.
Et finalement, j'aime celui-là parce que j'adore le design personnellement. C'est vraiment à propos du design. Voilà. Vous pouvez lire plus, découvrir, en savoir plus, jouer, des vidéos. Une fortune et une culture, très important. On peut avoir une culture. C'est Nathalie Bandil. Quoi d'autre? Donc, c'est vraiment un excellent site sur le design au Canada. Découvrir la carte, vous pouvez voir les différentes musées. Voilà. Donc, j'arrête à partager. J'ai, je pense, 2 autres diapositives que j'ai fini. Donc, vous voyez mon écran encore? Oui? Oui? Oui. OK. Donc, ça c'est voici plusieurs exemples. Ce que je voulais vraiment renforcer aujourd'hui, je suis là pour vous aujourd'hui pour des questions, mais nous avons déjà planifié une séance d'information. Donc, si vous avez plus de questions, vous voulez peut-être une présentation en plus de détails, j'ai vraiment juste fait un survol. Nous avons deux séances d'information le 2 novembre, ce qui vient bientôt en français, et puis le 3 novembre en anglais. Et c'est des réunions Zoom tout à fait gratuites. Donc, si vous avez un membre ou un employé de votre équipe qui aimerait participer, je vous invite à ça. Vous aurez l'occasion aussi de rencontrer toute l'équipe MNC, rencontrer d'autres agents de programme, puis demander des questions aussi. Donc, à noter. Puis voilà, ça c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oublie pas de mettre une proposition si vous avez envie avant ou jusqu'à la date du 1er décembre. Parfait. Merci beaucoup, Léa. Pas de problème. On peut passer à une période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours lever la main ou les écrire dans le chat si vous préférez. Monsieur Pépin? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Oui, j'avais quelques questions. Combien de demandes sont faites pour des subventions là, à chaque année, puis combien sont acceptées? Ça dépend de année à année. Ce qu'on fait, c'est, comme j'ai mentionné, on a une communauté qui est externe. Donc, il revoit les applications. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, on avait environ 70 propositions. Puis, je pense qu'on a financé environ 21, mais ça dépend. Comme vous pouvez savoir, si c'est plus de volets petits, on a l'opportunité de financer plus. On a, pour partager, on a 2,2 millions chaque année à donner, donc c'est beaucoup. Mais les projets grands sont jusqu'à 250. Donc, s'il y a plusieurs projets grands, il y a moins de projets en général. Mais c'est vraiment compétitif. Le comité travaille indépendamment, puis ils se réunissent pour parler des propositions, puis ils suggèrent, ils arrivent à un consensus de financement et en finance jusqu'au point que l'argent est terminé. Donc, l'année dernière, c'était environ 20. Mais c'est important de bien travailler ta proposition, de chercher des lettres aussi de référence. Si vous avez des partenariats, si vous travaillez avec des organismes autochtones, c'est vraiment important que vous avez aussi des lettres pour ça.
OK. Pour les petites organisations, c'était marqué 15 000 2 ans, 3 phases. C'est quoi exactement 2 ans? C'est 15 000 pour une période de 2 ans ou 15 000 par année? Ou... Non, c'est 15 000. On estime que ça va prendre environ 2 ans à produire le site. Ça dépend des organisations. Il y a des organisations qui le font plus vite, mais on espère vraiment les lancer dans comme un maximum, disons, de 2 ans, aussi parce que l'organisme veut que son contenu soit dans le monde, soit encore relevant, tout ça. Puis les phases, comme j'ai mentionné, c'est vraiment un programme avec beaucoup de soutenu, de mentorat. Donc, chaque phase, l'organisme choisi va travailler avec un agent de programme. Donc, ici, aujourd'hui, je suis ici avec Nathalie. Elle pourrait peut-être parler plus de ça, mais chaque phase, l'agent ou l'agente est là avec vous pour vérifier votre travail, pour vous aider, pour aider avec des questions, pour aller à la prochaine phase. Et l'argent est donné par phase. Donc, au moment que vous avez finalisé quoi que ce soit, vous recevez le premier montant, le deuxième, le troisième. Donc, le 1er décembre, on la remise, puis les réponses, ça commence quand à peu près pour ceux qui ont... C'est environ le fin de avril, mi à fin avril. Donc, on essaie de vraiment remettre ça aussitôt que possible, mais ça prend du temps de bien lire, puis de finaliser les décisions. Puis, vous allez recevoir une date si vous êtes choisi. Puis, vous aurez l'occasion de travailler avec une agente de programme. Donc, on va vous mettre en contact, puis tout ça. Merci. Pour M. Pépin, juste pour vous répondre pour la question de combien de projets, sur notre site web, à la fin de l'évaluation, on va mettre sur le site web le nom des organisations, le nom de leur projet, puis la description de leur projet. Donc, pour la dernière appel de proposition, on peut voir sur notre site web la liste complète. Qui a eu Histoire de chez nous, qui a eu le moyen et le grand investissement avec un lien vers l'organisation. Donc, moi, j'encourage ceux qui sont intéressés à proposer un projet d'aller voir cette liste-là, puis peut-être faire des coups de fil, puis parler avec ces groupes-là, ou même ceux qui ont déjà lancé. Vous avez parlé tantôt de la Mauricie, le projet de Mauricie. C'est le fun que déjà vous avez ces contacts-là, puis j'encourage toujours ça, d'aller parler aux autres de leur expérience, de les leçons qu'ils ont apprises et ces choses-là. Et j'ai vu tantôt dans le chat une question sur comment que les projets sont évalués par le comité. Ça aussi, c'est sur notre site web. Donc, vous pouvez voir combien de points pour le sujet, combien de points pour la pertinence, combien de points pour les différentes questions qui sont posées dans la proposition. C'est qui votre clientèle cible? C'est quoi les résultats d'apprentissage qu'on vise pour ces publics cibles-là? Donc, les questions, ils sont là. Comment ils sont évalués, ils sont là aussi. Donc, c'est assez facile de trouver cette information-là. Merci Nathalie. Monsieur Giasson, pardon. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Ma question, c'est dans les exigences, est-ce que vous demandez un contenu minimum et est-ce qu'il y a un maximum à ne pas dépasser dans un projet qui est déposé chez vous? Je vous donne un exemple. Si j'ai un projet, moi, de 200 photos avec du texte et tout, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est en termes de poids, quel est le contenu que vous désirez mettre sur votre projet? Pour les histoires de chez nous, je peux répondre à ça. Normalement, les organisations, ils vont écrire un maximum de 20 pages d'histoire. Et puis, chaque page d'histoire va avoir environ 3 à 5 médias associés à cette page d'histoire-là. Donc, on peut calculer 3 à 5
médias fois une vingtaine de pages d'histoire, ben, ça nous donne un chiffre là. 200, c'est beaucoup. OK, parce que pour nous, 200, c'est pas beaucoup. Non, Avec, je comprends. avec toute la banque de photos que l'on a et les projets que l'on présente déjà en exposition, je peux vous dire, là, actuellement, nous avons une exposition sur les travailleurs. On a trouvé 2000 photos et on a réduit ça à 200. Alors, c'est pour vous dire que nous, on a beaucoup de contenu à mettre sur un site web. Sur notre propre site web, nous, on n'est pas capable de le faire. Mais dans un projet comme le vôtre, c'était là ma question. Est-ce qu'à ce moment-là, je fais mieux d'aller dans la version moyen ou grand plutôt que histoire de chez nous? Ben, je pense que ça dépend ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut juste numériser Ils sont déjà numérisés, nous autres. Parce qu'il y a le programme d'archives, pas d'archives, de Bibliothèque et Archives Canada. On peut recevoir des fonds de eux pour numériser une collection de C'est déjà 2000. C'est déjà numérisé. C'est C'est ça. déjà numérisé. Ben nous ce qu'on finance, c'est des histoires. Donc, il faut raconter des histoires et à ce moment-là, peut-être faire des choix. Parce que normalement, on ne voit pas plus que 100, 120. Ça coûte très cher préparer des textes pour chaque morceau de contenu dans votre exposition. Il faut écrire des textes alternatifs, des textes d'accessibilité. Et si on a des clips vidéo ou audio, il y a d'autres sortes de textes à préparer pour ça. Donc, c'est beaucoup. La page histoire, on ne veut pas avoir 15, 20 items de médias dedans. Là, normalement, il y en a 3 à 5. Donc, c'est un travail de mise en page. Il y en a qui vont les faire plus petites, leurs médias. Ils vont faire comme une bande. Il y a différentes choses qu'on peut faire dans la mise en page de l'exposition ou qu'on peut peut-être avoir 5 dans une bande. Bon, fait que on peut voir vous pouvez aller voir des exemples, mais normalement, on n'en voit pas plus que 120. Puis une quinzaine de pages d'histoire ou 20. Il y a des coûts avec la traduction, il faut penser à ça. La révision dans la première langue, la révision de la traduction, la révision comparative. Dans le passé, on donnait juste 10 000 dans ce volet-là. Et aujourd'hui, depuis quelques années, c'est 15 000 parce qu'on s'est dit, les équipes ils ont besoin de plus d'argent pour faire cette traduction-là, la révision de la traduction, la révision comparative. Bien, ça répond à mes questions. Je vous remercie. OK. Merci, Guy. Monsieur Tremblay? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, mon nom est Denis Tremblay. Je suis de la Société d'histoire du canton d'Orford. Dans la présentation PowerPoint, vous avez mentionné le fait qu'on doit être un OSBL et qu'il faut, j'ai cru vous entendre dire qu'il fallait un numéro d'organisme de charité. Oui, il faut être un organisme à but non lucratif. Oui, ce que nous sommes, mais nous n'avons pas. Un charitable number, donc vous ne payez pas des taxes. Ça, non, on ne paie pas de taxes. Oui. Mais on n'a pas de numéro d'organisme de charité. Là. On ne peut pas émettre des reçus pour fin d'impôt. C'est intéressant. Mais nous avons une charte d'OSBL. OK. Je pense que vous êtes éligible. Ça serait peut-être, est-ce que vous pouvez est-ce que vous avez un site web? Oui, on a un site web, oui. Je vous inviterai peut-être je vais le mettre dans le chat. Il y a une adresse courriel pour nous, puis donne-moi votre site web, puis je peux faire comme une petite recherche que vous soyez éligible. OK. Oui. Okay. Et j'avais une autre question. Vous dites qu'il faut que le site, on a déjà un site Internet, vous dites que le site doit être bilingue. Notre site est principalement en français, mais avec beaucoup de sections qui sont traduites ou résumées en anglais. On a produit des vidéos qui sont bilingues. On offre les deux versions. Est-ce que c'est un empêchement majeur? Juste pour clarifier, c'est important que vous sachiez que
Le financement, c'est pour un site web standalone. C'est vraiment pas pour votre site corporatif. D'accord. Ça doit être OK. pour un site que vous planifiez pour une exposition virtuelle, une programmation virtuelle, OK. une exposition OK. site web. Ça ne peut pas être votre site de tous les jours corporatif avec un nouveau lien, avec une OK. autre page. OK. Alors, si on voulait produire un petit documentaire vidéo en anglais et en français, on pourrait le placer sur votre plateforme et avec le contexte et tout, là, peut-être l'histoire. Oui, ça doit être qui- toute une histoire. C'est vraiment important que vous avez votre audience cible, votre target audience. Vous Mhm. avez une histoire, vous avez des outcomes, vous avez, je vous en prie pour les anglicismes, mais Non, non, ça des va. Ça va. outcomes, une audience, comme votre thèse. Peut-être, OK. Nathalie, vous avez quelque chose à ajouter, mais c'est vraiment un standalone website. OK. Et sur notre site corporatif, on peut faire des liens vers Oui, la plateforme, certainement. le site Oui. du musée. Certainement, oui. Excellent. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. Société historique de Saint-Lazare, est-ce que j'ai votre nom? J'ai juste Oui, bonjour, Paul Lavigne. Bonjour, Paul. Bonjour. Ma question va un peu dans le même sens que celle de M. Giasson tantôt. On a un projet de célébrer le 150e anniversaire de Saint-Lazare en 2025. On travaille présentement sur l'écriture du livre qui va être vraiment une chronologie de l'histoire de Saint-Lazare, de sa création à aujourd'hui. On parle encore d'un volet où est-ce qu'on va avoir entre 600 et 800 photos dans le livre et on veut reproduire l'histoire dans le même volet. C'est certain que l'histoire de chez nous ne rencontrera pas nos besoins, encore c'est trop élevé, mais de l'autre côté, le moyen, je crois que 50 000 $, c'est probablement beaucoup trop que ce qu'on a de besoin. Alors, on semble être entre deux chaises à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on devrait aller quand même vers le projet moyen et voir si on ne peut pas augmenter un peu le projet comme tel? Nathalie, peut-être Ouais. tu veux répondre, oui. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on voit des idées comme ça apparaître. L'idée, c'est qu'il faudra l'adapter pour l'outil de création où on vous donne le 15 000 $. On vous fournit l'accès à l'outil de création et là-dedans, vous allez mettre vos histoires et ajouter vos médias. Les 120, là, certainement pas les 800. Donc, je pense l'adaptation, elle est importante. Et après ça, on peut dire dans ce projet-là, et en plus de ça, viens chez nous, on a l'exposition en personne, puis on a aussi un catalogue qu'on a produit. Donc, c'est de l'adapter pour le web. Et puis, ça demande beaucoup de travail dans la rédaction pour changer, pour adapter les textes du livre ou même de l'exposition physique chez vous sur le web. Les phrases sont plus courtes, les histoires sont plus courtes, il y a moins d'images, mais on peut toujours à la fin envoyer les visiteurs par un hyperlien chez vous, à l'exposition chez vous ou au catalogue. Même s'il est unilingue, le catalogue, ce n'est pas grave, mais l'exposition, elle serait bilingue et adaptée pour l'outil. Puis ce sera la même chose si vous prenez la décision d'aller vers le moyen ou le grand. Ça, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire aussi. En autant d'avoir une équipe pour le faire, parce que ça, c'est des gros projets à plusieurs années qui vont nécessiter le travail avec une agence en développement web. Donc, eux qui font pas juste le codage front-end, back-end, mais qui vont faire l'expérience utilisateur, le design graphique et tout ça, les vidéographes et tout ça. Donc, peut-être des fois, faire une adaptation aussi, ça pourrait aller chercher des gens puis faire de l'histoire orale, puis aller à la rencontre des gens dans la communauté, puis essayer d'enregistrer leur voix ou d'enregistrer, faire des petits clips vidéo de 2 minutes. Ça, c'est tellement parfait pour l'outil de création, les histoires de chez nous, c'est d'entendre et de voir ces personnes-là que
dans le cercle des fermières, là, il y en a qu'on ne verra plus bientôt, par exemple, ou la pêche à l'anguille, ce projet-là qui a été fait au Bas-Saint-Laurent, c'est des voix travailler avec des vidéos, puis d'entendre leur voix. C'est ça qui est tellement intéressant, quelque chose qu'on peut faire dans un livre ou dans une exposition chez nous. Et ça, c'est ce qui est intéressant avec le numérique. Comme un livre, c'est beau, un livre, c'est très beau, mais on n'entend pas la voix, il n'y a pas c'est obvious, c'est évident, mais il y a un aspect du numérique qui aide à faciliter ça. Est-ce que j'aimerais, excusez-moi, j'aimerais intervenir. C'est que nous, à la Société d'histoire de Magog, on a fait un projet il y a quelques années, je pense en 2017 ou 2018, peut-être même 2019, sur l'éducation à Magog. Et je te dirais que ce qui prend du temps, c'est la recherche. Alors, pour M. de Saint-Lazare, vous avez la possibilité d'avoir des subventions pour faire la recherche pour un site Internet. Mais quand vous allez chercher le contenu, vous pouvez, autrement dit, que vous ramassez des témoignages et tout, ben, rien n'empêche que vous faites votre livre. Chaque chapitre peut se retrouver sur le site Internet, mais au lieu que ça soit genre 12 pages, ça serait tout simplement genre c'est comme si la même histoire serait seulement résumée. Moi, quand on a présenté, on a fait une présentation officielle là, du site Internet et mon rêve, mais on n'avait pas assez d'argent pour le faire, c'était de faire une version imprimée de notre site Internet qu'on aurait pu vendre aux gens qui étaient sur place. Fait que vous, de votre côté, si vous dites que votre projet de livre, mettons, coûte au total avec la recherche, mettons, 50 000 $, OK, bon, ben il y a une partie de ce 50 000 $-là qui serait le développement d'un site Internet qui coûterait à peu près 15 000 $. Et ça rentre, je crois, dans cette espèce de projet-là. Et aussi, la chose que je voulais ajouter, c'est que nous, pour bien comprendre, c'est que c'est vraiment le but, c'est de raconter une histoire. Ce n'est pas un album de photos. C'est de donner un sens à une histoire, c'est de raconter une histoire qui s'est passée chez vous. Fin de la réplique, je ne voulais pas comme déranger personne, mais ça me fatiguait depuis un petit peu, désolé. Et donc, ça m'éclaire beaucoup mieux. Là, je commence à avoir une vision un peu comment est-ce qu'on pourrait le faire et comment est-ce qu'on pourrait le travailler. Puis en effet, sans le simplifier au point où est-ce qu'on en perd son contenu, je pense qu'on serait capable, comme vous dites, en résumant certaines sections, en important des clips sonores, etc., d'arriver à notre résultat sans nécessairement monter les 600 photos non plus. Là. Fait que non, c'est beaucoup plus clair. Merci. Puis vous verrez qu'un des critères d'évaluation, c'est la pertinence du sujet et c'est l'originalité du sujet et du traitement du sujet. On a vu passer l'histoire de chez nous de la Société d'histoire de Sillery sur le cimetière du Mount Herman. On a vu aussi, je vous en ai parlé, de l'appartenance Mauricie, qui lui a été retenu notamment parce qu'il avait une couleur locale. Le fleuve était l'idée directrice qui a permis de faire un récit poétique jumelé à l'histoire. Donc, les évaluations des musées numériques Canada vont vraiment prendre en compte la pertinence et l'originalité du sujet et du traitement. Et on va vous demander, plutôt qu'un catalogue exhaustif, un angle d'attaque. En quoi, pensez que nous travaillons avec le Musée canadien de l'histoire, en quoi le projet que vous proposez, pensez dans cette thématique, en quoi le projet que vous proposez s'inscrit dans une thématique historique canadienne et qu'est-ce que ça apporte d'avoir un point de vue, parce que c'est aussi vraiment ce qu'on va demander et ce que vous savez faire. C'est pour ça que je vous sollicite aujourd'hui. Pourquoi, qu'est-ce que votre regard d'historien va permettre d'apporter à une thématique qui va faire en sorte que ça vaut la peine qu'on la retrouve avec le catalogue de musées numériques de chez nous. Vraiment penser à ce critère de la pertinence du sujet, la couleur locale, le choix thématique. Super, et c'est sûr que ça peut vous permettre de développer effectivement ou bien une partie de votre projet de catalogue ou d'archives qui a pu être oublié, notamment parce que le médium photographique est limité, et puis avec le médium numérique, on peut aller vers tout ce qu'on peut imaginer. Je pense qu'on a vu de la reconstitution 3D, même dans les petits projets, en plus des vidéos qui sont relativement simples à mettre en intégration. Mais la captation orale, le témoignage citoyen sont des choses que vous savez très bien faire dans vos sociétés d'histoire.
c'est des valeurs ajoutées qui peuvent prendre une place dans un médium numérique Internet. OK, merci. Merci. Monsieur Bessette? Oui, bonjour. Je vais 3 petites secondes. Ma première préoccupation, M. Tremblay l'a soulevé, c'était être un organisme de charité, ce qui n'est pas notre cas. On est un organisme à but non lucratif, mais pas de charité. Mon autre préoccupation, c'est quand on parle de petits vidéos, par exemple, de citoyens, le volet bilinguiste, est-ce que ça peut être uniquement un bandeau qui passe en dessous du vidéo qui donne la traduction, là, parce que la personne n'a pas besoin de s'exprimer et en anglais et en français. Là. Ça Absolument. va? Oui, OK. absolument. Le critère de bilinguisme, là, c'est de donner à l'utilisateur, le visiteur du site web, le sous-titrage codé disponible dans les 2 langues. Donc, ça, oui, c'est la petite bande là, dans YouTube qu'on va voir. Et aussi, dans la page pour cette vidéo, ce clip-là, on va aussi donner une transcription descriptive. Descriptive, si ce n'est pas juste une tête qui parle, comme moi là, plus comme si on a Monsieur Lachance là, qui est au bord du fleuve avec ses bateaux de bois, bien là, on va décrire l'ambiance en arrière de lui, donc la transcription descriptive. Donc, c'est pour avoir un contenu qui est disponible pour tous. OK, merci. Puis Très important. Ma dernière question, la date de tombée, c'est le 1er décembre. Mais est-ce que c'est un programme annuel parce que nous, on ne sera pas prêt pour le 1er décembre. Est-ce que ça revient toujours à peu près à cette année, au début décembre de tous les ans? Donc, si on n'est pas prêt cette année, on peut préparer pour le début décembre 2023. Oui. Okay, ça va être environ le 1er décembre. Je dois voir si c'est un jour de la semaine. Mais environ le 1er décembre. Puis, d'habitude, on lance l'appel aux propositions vers le 15 juin approximativement. Mais c'est lancé, mais vous pouvez travailler sur votre idée, votre proposition vraiment à tout temps parce que il y a les questions sont fournies sur notre site web. C'est seulement la proposition doit être soumise avec un système qui est en ligne et c'est seulement ouvert de juin à décembre. Mais les questions sont là. Vous pouvez travailler vos textes, vos idées presque en tout temps, disons. Okay. Est-ce qu'un organisme peut déposer, j'ai 2 questions, est-ce qu'un organisme peut déposer dans 2 volets différents, une histoire de chez nous puis un grand projet la même année? Nous finançons seulement un projet par organisme en même temps. Donc, il faut que l'organisme a fini de travailler avec MMC, donc ils ont lancé leur projet précédent. Et si vous si vous faites 2 propositions, ça va, mais… Il y en a une qui est retenue. Oui, ça va au maximum, on va financer un. Alors, mais je vous encourage vraiment de travailler votre idée qui est le plus riche, l'idée que vous avez en tête, qui est le plus pertinent pour ce moment-là. Parce que faire 2 propositions, ça demande beaucoup de temps. Puis, peut-être une des propositions serait plus fort si tu mettais tout ton temps dans cette proposition-là. Puis, il y a toujours l'année prochaine ou une autre année pour l'autre idée. Donc, je vous suggère ça. On peut soumettre l'année suivante un projet qui a été refusé. Est-ce que si un projet est refusé, est-ce que le programme envoie une rétroaction et des conseils de bonification? Pas vraiment. Auparavant, on avait une opportunité pour avoir ça, mais ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. C'est possible de remettre une proposition, mais je vous conseille vraiment de retravailler la proposition. La plupart du temps, de mon expérience, les idées sont extrêmement bonnes. Ce n'est pas l'idée qui manque du mérite, c'est que le budget, puis l'horaire, les échéanciers, le timeline
n'est pas bien fait. Je dois avouer ça. Peut-être Nathalie pourrait parler en plus, mais c'est vraiment important que si vous demandez, disons, 125 000, je donne un nombre, que vous avez un budget qui correspond exactement à ça, puis vous avez bien réfléchi ce budget-là. Vous faites combien de numérisation? Vous faites 30, vous faites 200, vous faites 60, ça demande des différents coûts. Vous faites combien de traductions? Il faut vraiment énumérer tout que vous avez besoin. Est-ce que vous travaillez avec des contracteurs? Est-ce que vous allez avoir un project manager, un gestionnaire de projet? Est-ce que vous allez travailler avec un photographe, un vidéographe, quoi que ce soit, et si possible, recevoir des estimés aussi de ces gens-là pour qu'on sache que les numéros sont bien réfléchis aussi. OK, parfait. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Sinon, je ferai un petit ramassis. Donc, pour la plupart des gens, on est face à l'ambition d'un petit projet, à moins que vous ayez déjà dans vos cartons un grand projet en partenariat avec une firme pour le traitement informatique qui est peut-être quelque chose de plus compliqué, mais le petit projet a cet avantage de vous offrir vraiment la structure et l'architecture informatique et de vous laisser faire ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire la recherche, la mise en valeur de contenu archivistique et de contenu historique au sens large. Regardez bien les critères des programmes sur la page web. J'ai mis aussi, vous avez peut-être vu dans le lien d'invitation, vous aviez plusieurs exemples de sociétés d'histoire ou de membres en général de la FHQ qui ont réalisé des histoires de chez nous. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elles si vous les connaissez ou à revisionner notre séance de formation des expositions virtuelles où Madame Jalbert de Appartenance Mauricie est intervenue pour témoigner de son travail avec Musée numérique Canada. Est-il possible d'avoir des références de firmes informatiques pour les projets spéciaux? Là, je vous dirais de vous rapprocher de votre milieu local. Et si je comprends bien, c'est quelque chose qui est aussi apprécié au niveau des critères d'évaluation, de mobiliser des partenaires, des expertises techniques, technologiques, de faire vivre votre milieu. Donc peut-être que dans votre coin, vous avez des experts numériques informatiques, un petit hub technologique qui pourrait vous donner des soumissions pour faire des grands projets, de l'immersion ou des projets un peu plus twistés que le canevas qui est proposé dans le WordPress de l'histoire de chez nous. Qu'est-ce que je disais? Donc, les fonds peuvent aller à la recherche, à la numérisation, au cachet, au droit d'auteur. Donc, c'est toujours une bonne manière de faire votre travail dans une direction spécifique qui vous permet de le financer. Regardez bien, encore une fois, les critères d'évaluation, notamment sur pourquoi on va choisir un sujet et un angle d'attaque, une couleur locale. C'est vraiment là où vous pouvez vous démarquer parce que vous le faites au quotidien. Donc là, vous auriez l'occasion de le faire avec un support qui vous ferait rayonner au sens large. Allez voir les réalisations précédentes, donc ça je l'ai dit. Et puis, c'est ça, le médium numérique est une possibilité de penser en dehors de la boîte, donc de penser en contenu textuel, contenu archivistique, mais aussi avec des vidéos, avec de la collecte de sons, de témoignages oraux, et tout ce qui pourrait entrer dans du numérique. Madame Resnick vous a mis en lien les prochaines séances d'information, donc celle du 2 novembre en français, mercredi 2 novembre en français. Et pour la question des organismes de charité, il y a aussi le courriel de proposition@muséenumérique.ca pour vérifier qu'une OSBL est aussi inscrite comme agence de charité auprès de l'Agence de revenus du Canada. Sinon, de mon côté, je vais regarder cette démarche parce que c'est aussi intéressant pour plein d'autres points, dont la collecte de fonds. Et puis, j'ai retenu aussi les projets que vous aviez de commémoration, Monsieur Laligne, et de vidéo, Monsieur Tremblay. Fait que je ne vous oublie pas, on en reparle au besoin.
voilà, Magog Technopole, je suis sûr que c'est comme une bonne chose d'aller chercher les compétences, puis de tâter le terrain, peut-être pas pour cette année, parce que le temps de faire un projet, de le faire estimer, etc., ça peut nous amener plus loin, mais c'est une belle collaboration. Monsieur Martin, je veux juste répondre à votre question dans le chat aussi. C'est pas que c'est un secret, là, les développeurs web. Là. Chaque projet sur notre site web a une page de projet qui dit qui était le développeur web. Donc, pour le projet de Archéosaga, par exemple, du musée de sciences à Sherbrooke, on peut voir c'était qui le développeur web. Même chose pour le musée d'art contemporain, on peut voir. Puis j'ai aussi mis un lien dans le chat pour la ressource pour vous aider à trouver comment en trouver un développeur web. Parce que c'est toute une agence, c'est toute une expertise et puis il y a beaucoup de questions à poser. Donc, excuse-moi de vous couper tantôt, Jean, je voulais juste répondre. On a des questions si vous êtes encore disponible quelques minutes. Madame Oui, Roy, madame. Oui, pas de problème. Monsieur Chasson? Guy? Le site web qui va être produit, est-ce qu'il va être hébergé sur votre plateforme obligatoirement ou il faut que ce soit hébergé ailleurs? Le petit, c'est chez nous, c'est histoire de chez nous, c'est le gabarit, il est chez nous. Les moyens, les grands, ça, il faut qu'ils soient hébergés à vos frais, ça fait partie du budget du projet. Et puis, il faut que ça soit hébergé 5 ans, selon l'entente avec nous. 5 ans, OK. Oui, oui. Et donc, il faut trouver un service. Il y a une autre ressource sur notre site web, là, comment trouver ça aussi. Ça, c'est une autre chose qu'il faut faire. Donc, oui. Alors, il faut vraiment explorer votre site web pour trouver toutes les réponses à la plupart des questions que l'on peut avoir. Pas de peine, on est là pour les répondre aussi. Là. On a une boîte à outils, on a aussi des questions fréquemment posées avec des réponses. On a aussi le courriel pour nous rejoindre, pour poser des questions aussi. Alors, tantôt, j'ai vu passer proposition musée-numérique.ca, c'est la bonne adresse à utiliser pour vous contacter. Bon, très bien. Je vous remercie. Merci. Puis, depuis Saint-Hyacinthe. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question, c'est un rappel. Simplement pour savoir, pour les petits projets, c'est pour être admissible, c'est bien 5 employés permanents et moins. Oui. Employés permanents, vous dites de 30 heures et plus par semaine. Oui. C'est ça? Si j'ai 2 employés. C'est ça, j'ai 2 employés permanents qui sont à temps partiel, une dizaine d'heures par semaine. Ils ne comptent pas dans le nombre total d'employés. Est-ce qu'on les cumule? Est-ce que vous cumulez, est-ce que ces personnes feraient 0,7 employés? C'est ça, c'est que moi, dans le fond, j'ai 4 employés temps plein, puis j'en ai 2 temps partiel, mais c'est des employés permanents. J'ai un employé temps partiel qui fait 20 heures semaine, puis l'autre en fait 4, c'est notre adjointe administrative. Donc, est-ce que ça compte? Est-ce qu'on tombe avec 6 employés permanents? Ou, dans le fond, j'aimerais ça éclaircir la question avec vous pour pas perdre de temps pour faire de demandes là, et puis pas être éligible au bout, là, parce que je comprends que la demande, ça prend beaucoup de temps là, à remplir. Là. Donc, vous avez 4 tout à fait à temps plein. Oui. Puis une autre à 20 heures. Oui. Et une autre à 4 heures. Je dirais que ça ne donne pas 30 heures, mais Nathalie, est-ce que tu as de l'expérience avec ça? Non. Mais ce que je vais faire, je vais vous envoyer un petit courriel. Oui, juste pour être juste à tout le monde, j'aimerais vérifier. Mon instinct, c'est que c'est moins de 30, donc vous êtes encore éligible. Mais il faudra que je vérifie. Juste pour voir dans nos dossiers, dans le passé, ce qu'on a accepté, ce qu'on n'a pas. Oui, c'est juste pour éviter qu'on perde notre temps tous les 2. Oui, exactement. Oui, je comprends. Mais donne-moi un courriel, puis on va vérifier ça. OK. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Aucun problème. Merci. Monsieur Pépin? Oui, je suis de la Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois à Saint-Hyacinthe. Donc, j'attends de voir que le centre d'histoire est présent. Je veux savoir, est-ce que c'est arrivé dans le passé qu'il y a eu des
des associations ou des regroupements qui sont mis ensemble pour un projet commun? Oui, il peut y avoir des partenariats, certainement. Oui. Oui. Ben, Merci. je voudrais, M. Pépin, il faudrait se parler parce que peut-être pour l'année prochaine, on pourrait proposer un projet à moyen. Là. Oui. Absolument. Ouais. Je suis content, là, surtout que j'ai parlé à M. Bouchard il y a quelques on mois. encourage ça. Les partenariats, les collaborations peuvent être vraiment positifs. Puis, OK. c'est excellent. On se reparle, M. Pépin. Il y a des fois des projets de 15 000 Nous, on va investir de 15 000 mais ça se peut que le projet, il vaut 100 000 en tout, avec tout l'investissement de l'institution en tête et avec tout l'investissement des partenaires. Puis ces partenaires-là, ça peut être en nature ou en argent. Et les grands et les moyens, on peut donner entre 50 000 et 250 000, mais souvent, ces projets-là, quand on regarde le budget qui est déposé à la phase 1, c'est des projets de plus qu'1 million, souvent, parce qu'il y a eu d'autres subventions qui ont rentré dans le projet. Et au Québec, on est chanceux parce qu'il y a plusieurs places où on peut aller chercher de l'argent que les autres provinces n'ont pas. Donc, on le voit souvent, ça, surtout dans les moyens et les grands projets. Nathalie, est-ce que le 15 000 $ correspond à un maximum est-ce qu'il y a une contribution minimum du demandeur qui est attendue au regard des 15 000 $? Est-ce que c'est 80% de la part de Musée numérique du Canada maximum, puis le reste doit être allé chercher ailleurs? Il n'y a pas de... Pas de critères comme ça, OK. Non, mais il faut demander 15 000 par contre. Demandez pas pour 12 582, là. Demandez pour 15 000. Contraire. Vous aurez besoin du 15 000. Ça, c'est l'autre chose. Les textes, oui. Ça coûte beaucoup de faire des projets. Puis, oui, le 15 000 va être comme juste oui, le montant. Est-ce que les réviseurs et traducteurs doivent être agréés, reconnus par une reconnaissance spécifique? Non, mais il faut qu'ils soient professionnels. On le dit toujours, des bénévoles, c'est bien beau, mais je pense qu'il faut vraiment avoir des professionnels. Il faut engager des professionnels pour faire ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a un gros montant qui doit revenir au texte, que ce soit la révision ou la traduction. Puis, c'est aussi pour ça qu'on vous invite à aller voir les autres histoires de chez nous pour voir à peu près le volume de textes que vous allez avoir à faire, le volume comment on appelle ça, de textes alternatifs que vous allez avoir à écrire aussi. Parce que ce texte-là, il faut l'écrire, il faut le réviser, il faut le traduire, il faut le réviser. Donc, exactement. C'est beaucoup de qui peut faire monter la note très vite, sans même parler de numérisation que vous allez vouloir mettre, de toutes les recherches annexes que vous allez vouloir créer. Parfait. Merci à tout le monde. Merci Mme Roy, merci Mme Resnick. C'était vraiment très, très, très clair. Puis merci de votre disponibilité pour les questions. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je suis très content que vous soyez là. Et puis, j'espère qu'il y aura des projets qui vont être retenus dès cette année et encore plus l'an prochain et encore plus en 2024. Oui, merci de nous avoir invités et de rencontrer tout le monde. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous. Bonne journée tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonjour à tous. Merci.